L'AGI organise donc un webinaire sur l'impact environnemental et sanitaire de l'industrie du tabac. Vous connaissez les chiffres pour la plupart d'entre vous. Selon l'OMS, chaque année, l'industrie du tabac est responsable de plus de 8 millions de décès, de la destruction de 600 millions d'arbres, de 200 000 hectares de terre, d'une perte massive de ressources en eau et d'émissions très importantes de CO2. Nous avons choisi pour en parler, nous avons sollicité pour en parler aujourd'hui Madame Amélie Eschenbrenner du Comité national contre le tabagisme, qui nous précisera aussi ses fonctions, son rôle au sein de cette association et au-delà. Je crois qu'elle joue un rôle de coordination très important. Et le professeur Yves Martinet, qui est chef de service pneumologie au CHU de Nancy et qui est, sauf erreur, président du comité national donc contre le tabac. Je vous propose tout de suite de prendre la parole. Quel est celui qui souhaite intervenir en premier? Il m'avait semblé que c'était Amélie, si c'est bien ça. C'est ça, oui. Est-ce que du coup, vous partagez le PowerPoint ou c'est moi qui le fais? Non, c'est C'est vous, bon. Alors, Amélie. attendez, je partage mon écran du coup. Voilà. Ok, super. Pour moi, c'est clair. Tout le monde voit bien? Oui, tout va bien? Alors, je remonte juste ça. Voilà. Eh bien, bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons traiter l'impact sanitaire et environnemental de l'industrie du tabac. Donc, je suis Amélie Eschenbrenner, je suis chargée de communication au Comité national contre le tabagisme depuis maintenant bientôt 5 ans. Donc, je suis aussi particulièrement en charge du projet de génération sans tabac.org, qui est du coup une plateforme de mobilisation citoyenne qui est destinée à diffuser des informations de bonnes pratiques sur les mesures anti-tabac en France et à l'international. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation du comité. Voilà. Donc, nous sommes la plus ancienne association de prévention du tabagisme en France. Donc, ça a été fondé en 1868. Ça a été amené évidemment à évoluer beaucoup depuis cette époque-là. On est reconnu d'utilité publique depuis 1977, pardon. Et du coup, notre vision, c'est un monde libéré des méfaits causés par le tabac et de son industrie, et notamment des drames humains et autres qui l'entraînent. Alors, les missions sont notamment divisées sur deux axes. Tout d'abord, l'information et l'expertise. Donc, c'est informer le grand public, les journalistes, des décideurs politiques, mais aussi l'ensemble des parties prenantes sur l'ensemble des risques sanitaires du tabagisme actif et passif, mais aussi l'ensemble des autres coûts du tabac, donc environnemental, coûts collectifs, donc financiers, mais aussi informer sur les stratégies marketing des cigarettiers. C'est aussi du coup notamment en ce moment sur les nouveaux produits du tabac et de la nicotine. Voilà, on a cette mission d'information et on le fait notamment à travers notre bras armé qui est Génération sans tabac. Ensuite, le deuxième axe, c'est notamment des actions de plaidoyer, donc pour faire adopter des mesures. Donc, on est force de proposition et aussi notamment faire respecter ces mesures de protection efficaces. Donc, ça passe à travers des actions en justice, notamment. Donc, nous sommes habilités à faire ça. Du coup, ces missions, elles sont menées en collaboration avec des nombreux acteurs nationaux et internationaux de la lutte anti-tabac, mais aussi un peu plus large dans tout ce qui est sphère environnementale notamment. Et on est aussi en étroite relation avec le ministère de la Santé en France. Donc, ce webinaire sera axé en 4 parties. Donc, la première partie, ce sera l'impact sanitaire du tabac qui sera présenté par le professeur Martinet. Ensuite, ce sera l'impact environnemental du tabac à travers des faits, des chiffres, voilà, des données assez classiques.
Ensuite, je vous parlerai des stratégies d'éco-blanchiment au greenwashing de l'industrie du tabac. Et enfin, ce sera les politiques publiques qui ont été mises en place justement pour réduire l'impact environnemental du tabac. Donc, ce ne sera pas exhaustif, mais ce sera notamment, il y aura un focus sur tout ce qui est notamment les filtres en France. Donc là, je donne la parole au professeur Martinet pour la première partie. Merci Amélie, merci Madame Amar de nous avoir invités et merci aux participants. Donc moi je vais vous parler, ça va être relativement bref, mais c'est simplement pour rappeler l'ampleur, parce que tout le monde sait que fumer c'est pas bon pour la santé, mais l'ampleur des dégâts. Suivante. Alors, ça a été rappelé, nous considérons que la consommation de tabac est une épidémie industrielle, c'est-à-dire c'est une épidémie qui est entretenue volontairement et activement par une industrie. Et actuellement, vous l'avez dit, environ 8 millions de morts par an. Dans le monde, c'est de l'ordre de 1,1 milliard de personnes âgées de plus de 15 ans qui fument et 80% habitent dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Mais le côté intéressant et positif, c'est que si en 2000, il y avait environ un tiers de la population mondiale des deux sexes qui fumait, en 2020, c'est tombé à un quart. Mais comme en même temps la population a augmenté, le résultat pour l'industrie, c'est qu'elle fait toujours de gros profits. Suivant. Alors, en France, la prévalence du tabagisme sont les derniers chiffres qui datent de 2021. Oubliez les fumeurs occasionnels et quotidiens et on va parler que des fumeurs quotidiens. Premier chiffre dont il faut se rappeler, environ un quart des adultes, c'est-à-dire 18-75 ans en France, fument tous les jours. Un peu plus les hommes que les femmes. Suivante. Alors ça, c'est horrible, c'est illisible. L'idée, c'est que au fur et à mesure des années, la consommation de tabac diminue à la fois chez les hommes et chez les femmes. Suivante. En fait, les dernières données montrent qu'il y a eu, suite au Covid, une légère reprise de la consommation chez les femmes et chez les classes socio-économiques défavorisées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'addiction à la nicotine, on entre très jeune dans l'addiction à la nicotine. La grande majorité des fumeurs commencent à l'adolescence. Et là, vous avez l'âge moyen de la première cigarette en France. Actuellement, l'âge moyen de la première cigarette, c'est 14,4 ans. Et il y a une donnée qui est plutôt optimiste, c'est que régulièrement en France, l'âge moyen de la première cigarette recule. Mais comme vous le voyez, 14 ans et demi, ben, on est encore un gamin ou une gamine. Donc, on parle de maladie infantile ou d'épidémie pédiatrique. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que si nous le savons, les industriels le savent aussi et ils savent pertinemment qu'il faut cibler les jeunes. Après 18-20 ans, c'est un peu perdu pour eux comme clientèle. Donc, la cible en permanence de l'industrie du tabac, ce sont les jeunes. Suivant. Alors, le tabagisme à 16 ans en Europe, on va se comparer maintenant avec les autres pays. Eh bien, on est mauvais. On est très mauvais. Déjà, notre consommation, je vous ai dit, un quart des adultes qui fument, c'est mauvais par rapport aux autres pays. Et maintenant, on s'intéresse à l'âge de 16 ans. Vous voyez qu'en 2019, et ça n'a pas dû beaucoup changer, on est au 28e rang européen. Alors, c'est un peu plus large qu'européen sur cette diapositive, mais c'est pas grave. J'aimerais insister sur une chose, c'est que si vous regardez le bas de la diapositive, vous ne pouvez pas lire les pays, mais peu importe les pays. Ce qui est indiqué dans le bas de la diapositive, c'est qu'on peut avoir à 16 ans 2, 3, 4% des garçons et des filles qui fument quotidiennement. Donc, l'idée, c'est que la consommation de tabac n'est pas du tout une fatalité. On peut
parfaitement arrivé à réduire de façon massive et efficace la consommation chez les jeunes. Et qui dit consommation chez les jeunes, eh bien, ça sera la consommation chez les adultes après. Donc, en aucun cas, on ne fume parce qu'on a des problèmes à l'adolescence. Les enfants de Finlande ou de Norvège ou de ces pays ont aussi des problèmes à l'adolescence. Donc, arrêtons de penser que la consommation de tabac chez l'adolescent, c'est normal, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. On peut l'éviter. Suivant. Monsieur Martinez, excusez-moi, j'ai Oui. levé la main. Stéphane Devandeuve pour Terra. Je suis désolé, je n'ai pas compris votre slide précédente. Ça veut dire quoi que la France est à la 28e rang européen? Eh bien, c'est parmi les pays européens. C'est un peu élargi parce que c'est pas que l'Union européenne, il y a la Norvège, il y a la Suisse, etc. On a une prévalence de 12% des garçons et des filles, autant les filles que les garçons, qui fument quotidiennement. Et donc, il y a 27 pays avant nous où les enfants, les jeunes fument moins. Ah, fume moins, pardon. J'avais compris l'inverse, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Parfait. Merci Non, beaucoup. on est au 28, on est mauvais. D'accord, ok. Voilà. Non, mais je vous en prie. Suivant. Alors, on est aussi mauvais en ce qui concerne la consommation des femmes qui sont enceintes. Ça, c'est absolument dramatique parce que ça a des complications à la fois sur la mère, bien entendu, la poursuite de la grossesse et la santé de l'enfant. Et donc, vous voyez, on va simplement regarder au 3e trimestre en France, actuellement, vous avez 17% des femmes enceintes qui fument. Et ça, ce sont des chiffres extrêmement élevés par rapport aux autres pays. Suivante, s'il vous plaît. Et par exemple, on va se comparer d'ailleurs sur cette diapositive avec les femmes enceintes en Europe. Alors, c'est pas toujours facile à lire, mais à nouveau, on n'est pas bon et c'est légèrement amélioré entre 2010 et 2015. Vous voyez, la France, elle est dans le 6e, 7e. Il y a manifestement quelques pays qui font moins bien, mais la majorité des pays fait beaucoup mieux dans l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi un marqueur de la pénétration de la consommation de tabac dans la population. Donc, on a une consommation élevée, 25% des adultes qui sont fumeurs en France. On a un âge de première cigarette qui recule un peu. Il y a des données que je ne peux pas vous donner parce qu'elles ne sont pas encore publiées. Il semble qu'à 17 ans, on fume nettement moins en France maintenant qu'il y a 2-3 ans, mais ça, ce n'est pas confirmé par une publication. Et les femmes enceintes, il y a encore un tabagisme qui est particulièrement élevé. Suivant. Alors, tout ça, ça se traduit par quoi? Pourquoi on s'intéresse au tabac? Parce qu'il y a la mortalité. Je ne vais pas vous embêter. Actuellement, on a 75 000 morts par an. Et regardez, ce qui est intéressant sur la partie droite de la diapositive, depuis maintenant pas mal d'années, depuis 1990 en gros, il y a une baisse régulière de la consommation par les hommes et il y a une augmentation régulière de la consommation par les femmes. Et tout ceci se traduit par une mortalité chez l'homme qui diminue, puisqu'elle diminue en gros 15-20 ans après la baisse, début de la baisse de la mortalité, de la consommation, pardon, et vous avez une augmentation de la mortalité qui suit à 15-20 ans le début de la consommation. Et ça, c'est le résultat d'une stratégie de l'industrie du tabac qui avait pour objectif de faire en sorte que les femmes fument. Ce n'est pas une stratégie spécifique à la France, c'est une stratégie internationale, que ce soit sur le continent européen ou le continent africain, par exemple. Suivant. Alors ça montre qu'il y a chez l'homme et chez la femme, ça diminue chez l'homme et ça augmente chez la femme. Suivant. Alors de quoi on meurt? En gros, tous les jours, vous avez 210 morts prématurées évitables. Prématurées évitables. Je vais vous donner un autre chiffre qui n'est pas sur la diapositive. Si quelqu'un fume pendant toute sa vie, cette personne perdra 15 ans de vie confortable, en moyenne. Donc, ça, c'est un chiffre dont il faut se rappeler. Quand on fume toute sa vie, on perd 15 ans de vie en moyenne. Hommes, femmes, à peu près pareil.
Alors, les décès sont essentiellement des décès par cancer, peut-être un peu plus chez l'homme que chez la femme. Ça, c'est bien connu, c'est les cancers du poumon, c'est les cancers de la vessie, etc. On ne va pas trop développer. Et après, quelque chose qui est moins connu, ce sont les maladies cardiovasculaires. Infarctus, accident vasculaire cérébral et artérite des membres inférieurs. Et en particulier, c'est plus important en proportion chez la femme que chez l'homme. Et enfin, après, vous avez les maladies respiratoires et infectieuses. Donc, rappelez-vous du chiffre. Si on fume toute sa vie, on perd 15 ans de vie. Et en gros, si on fume toute sa vie, on a une chance sur deux de mourir d'une maladie liée au tabac. Suivante. Alors ça, oui, c'est simplement les morts par tabac, on va passer. Et vous avez une répartition. Alors, on parle d'épidémie, j'ai parlé au début d'une épidémie industrielle. En fait, on est dans une pandémie industrielle, puisque l'ensemble des pays du monde où on fume et où il y a des morts. Et là, vous voyez la mortalité attribuable au tabac dans le monde, avec des pays comme la Chine où on fume encore énormément, mais vous avez une répartition au niveau des différents pays. Suivant. Et là, c'est pour les femmes, c'est à peu près pareil, il n'y a pas de grande différence. Globalement, on meurt du tabac, les hommes comme les femmes maintenant, puisque vous avez vu, je vous l'ai montré, qu'en France, garçons-filles, même combat, c'est pourcentage à peu près identique. Suivant. Et le nombre de morts attribués au tabac augmente régulièrement. Et là, c'est une notion importante. C'est-à-dire les mesures de lutte contre le tabagisme commencent à devenir efficaces dans les pays à haut revenu et elles sont bien moins efficaces et mises en œuvre dans les pays à revenus plus modestes. Et donc, ce sont ces pays-là qui sont ciblés actuellement de façon prioritaire, mais pas que. Il faut bien comprendre que l'industrie du tabac n'a qu'un objectif, c'est faire des profits. Alors, même dans des pays comme la France, où la consommation diminue régulièrement, même dans des pays comme la France, les revenus sont énormes pour l'industrie du tabac parce que les prix sont beaucoup plus élevés que dans les pays à niveau de vie plus faible. Suivant. Voilà, et ça, c'est simplement pour justifier notre réunion d'aujourd'hui. Si toute personne, professionnelle de santé et autres, de par son action, amène quelqu'un à arrêter de fumer, regardez ce que vous donnez à une personne qui va arrêter de fumer. Quelqu'un qui est âgé de 30 ans, qui va arrêter de fumer, vous lui donnez 10 ans de vie confortable. C'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à quelqu'un. Alors, bien évidemment, plus la personne augmente en âge, moins le nombre d'années gagnées est important, mais il reste encore important, même passé 60-70 ans. Donc, c'est pas perdu d'un point de vue médical, sanitaire, mais aussi d'un point de vue sociétal. Amener des fumeurs à arrêter de fumer, c'est leur faire un cadeau d'années de vie. Voilà, je crois que moi, j'ai fini ma part, Amélie. Excusez-moi, monsieur Martinet, juste une question. Ce que vous appelez année de vie confortable, est-ce qu'on appelle année de vie en bonne santé ou c'est une notion différente? Non, c'est confortable, c'est en bonne santé, oui. Oui. Ok, merci. Bien. Et pardon, une autre question, Stéphane Devandœuvre à nouveau pour Terragora. Oui. Quand vous dites arrêter de fumer à 60 ans, c'est en partant du principe que cette personne a fumé depuis l'âge de 14 ans et demi, c'est-à-dire pendant 45 ans? Pour être honnête, ce sont des gens qui ont commencé à fumer essentiellement à partir de 20 ans. C'est-à-dire les études auxquelles on fait allusion sont les études des médecins britanniques Dole et Peto qui ont suivi l'ensemble des médecins généralistes britanniques après la guerre. Et toutes ces études sont extrêmement puissantes parce qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont été suivies et après ça a été conforté par d'autres études
en moyenne, sont des gens qui ont commencé à 60 ans. Mais votre question est intéressante parce que actuellement, les jeunes commencent à 14 ans. De mon temps, on commençait à 20, 20 ans, 20, 21 ans. Et de ce fait, vous avez maintenant des femmes qui viennent mourir de cancer du poumon dans les services de pneumologie en particulier et qui sont âgées de 40 ans, voire moins. Donc, ça, c'était… Pardon ? Pardon, pour compléter ma question, donc en fait, si on voit vos 4 tranches d'âge, ça veut dire 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de tabagisme, mais ma question derrière, c'est quand on fume plus jeune, quand on commence plus jeune, vous donniez là maintenant un âge moyen de 14 ans et demi, est-ce que ça n'a pas un impact décuplé sur la santé, puisqu'on considère que le corps n'est pas complètement finalisé? Si je fais une analogie avec l'alcool, le foie n'est pas totalement constitué, et si on commence à boire plus jeune, c'est plus grave que si on boit plus tard, je crois, non? Alors, on va rester dans le tabac. Et alors, la colonne de gauche, c'est l'âge du patient, du fumeur. Ce n'est pas le nombre d'années de tabagisme. Alors, pour le cancer du poumon, on va rentrer dans la salle des machines. Pour le cancer du poumon, ce qui tue, c'est pas tellement le nombre de cigarettes qu'on fume par jour. Ce qui tue, c'est le nombre d'années où on a fumé. Et donc, vous avez parfaitement raison. Plus on commence jeune, plus on aura d'âge de tabagisme si on n'arrête pas. Et plus on a un risque très élevé de cancer du poumon, en particulier, qui est quand même la première cause de mort par tabac. Donc, vous avez raison. Plus on commence jeune, alors il y a deux choses. Plus on commence jeune, plus on a des risques pour la santé. Et deuxièmement, plus on a du mal à arrêter. Parce qu'à 14-15 ans, le cerveau n'est pas fini. Le cerveau, on estime qu'il est fini à peu près chez l'être humain vers l'âge de 25 ans. Donc, vous voyez, il n'est encore pas fini. Et donc, il est extrêmement sensible à la nicotine. Et sortir de l'addiction à la nicotine est d'autant plus difficile qu'on a commencé jeune cette addiction. Très bien. D'autres questions peut-être? Merci beaucoup pour cette présentation vraiment édifiante. Les chiffres sont effarants, hein, professeur. Ah, mais c'est quelque chose, vous avez raison, Madame Mama. Le problème, c'est tout le monde sait, tout le monde dit c'est pas bien de fumer, c'est dangereux. Mais on ne sait pas à quel point ça l'est. C'est ça. J'ai noté particulièrement, l'industrie du tabac cible les jeunes, les enfants, n'ayons pas peur des mots, hein, ça fait partie de leur cible marketing, complètement. Ça n'est pas assez dit d'ailleurs. Et 80% des fumeurs vivent dans des pays à revenus faibles. J'ai bien compris vos chiffres, on est bien d'accord. Oui. Il y avait une série de documentaires qui a été diffusée, ou un documentaire intitulé Les mensonges de l'industrie du tabac, qui avait montré qu'il y avait eu avec une réglementation plus forte dans les pays développés, la consommation du tabac s'était déplacée beaucoup vers les pays à faible revenu parce qu'il fallait trouver de nouveaux clients. Et bénéficiant d'une cible parfois peu instruite ou qui n'a pas fait des études ou qui est peu informée, peu sensibilisée à ces sujets, effectivement, l'âge du début du tabagisme démarre beaucoup plus tôt. C'était une marque à la fois vraiment de cynisme assez impressionnante, je dois dire, de la part de l'industrie, mais c'est savamment orchestré. Hein. On ne peut plus vendre là, donc on vend ailleurs. Okay. Alors, je voulais simplement rajouter une chose, c'est que ce comportement est délictueux. C'est un comportement, moi, que j'appelle dégueulasse, parce que c'est vraiment infect. Et deuxièmement, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte. Les lois ne sont pas appliquées en France. Actuellement, il y a une loi qui interdit la vente du tabac aux moins de 18 ans. Or, le CNCT, le Comité national contre le tabagisme, dont je suis le président, le CNCT a fait des enquêtes clients mystères qui démontrent que la grande majorité, dans les grandes villes, c'est 90% des buralistes, ne respectent pas la loi et vendent du tabac à des enfants. Alors, vous êtes journaliste, il faut mettre en perspective ce fait que les buralistes ne respectent pas la loi, vendent du tabac aux enfants et qu'actuellement, ils sont en train de signer, la Confédération des buralistes signe une convention avec Bercy pour avoir des subventions sur les prochaines années, les 4 ou 5 prochaines années, une subvention en gros de l'ordre de 2500 € par an
par buralistes. Donc, on est dans un comportement, on va dire schizophrène pour être pas désagréable, parce que c'est un diagnostic finalement clinique, d'un État qui lutte contre le tabac, mais qui finance des buralistes qui vendent la drogue aux enfants sans respecter la loi. Voilà. Il y a, à mon avis, beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Ah oui, en effet. Est-ce que les participants ont d'autres questions pour le professeur Martinet ou est-ce qu'on enchaîne directement avec la présentation d'Amélie Schoenbrenner? Moi, j'aurais peut-être une question, mais peut-être il y a une série de questions après. Il y a toujours un parallèle troublant qui est fait entre le tabac, les énergies fossiles, et ce que servent les industries et leur lobbying. Finalement, est-ce que, de votre point de vue et même du fait de leur impact sanitaire, qu'est-ce que 50 ans de lutte contre le tabac peuvent apprendre aux écologistes qui veulent lutter contre les énergies fossiles pour leurs effets climatiques et sanitaires? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est une approche, à mon avis, qui est saine, et c'est d'ailleurs l'approche qu'on souhaite développer progressivement au CNCT. Je vais vous donner simplement un exemple. Tous les grands cabinets dits d'avocats, parce que je ne sais pas si ce sont des avocats, mais les grands cabinets d'avocats américains en particulier, qui ont défendu l'industrie et qui défendent encore l'industrie du tabac, sont les mêmes cabinets qui défendent les industries fossiles, etc. Donc, ils ont, si vous voulez, l'argumentaire est toujours de même nature. Et c'est pour ça que, à mon sens, s'intéresser à l'histoire, et il faut lire un livre qui s'appelle Golden Holocaust, l'Holocauste doré, enfin, qui est un livre qui est épais, mais franchement, ça se lit comme un roman, qui démontre toutes les turpitudes de l'industrie du tabac. C'est un travail considérable, c'est assez épais. Et alors, pour répondre directement à la question, à mon avis, c'est très simple. Je regarde avec ma femme le soir, pour l'instant, on regarde une série sur les produits phytosanitaires. Je rigole parce que je dis, mais regarde les arguments, regarde, nous, on les connaît. Moi, je pourrais tout de suite défendre l'industrie du pétrole. Je connais tous leurs arguments. Et toujours des stratégies, ils s'opposent. Quand ils ne peuvent plus s'opposer, ils vont négocier, ils vont gagner du temps, ils vont réduire une mesure, ils vont faire en sorte qu'elle ne soit pas appliquée, etc. C'est tout le temps pareil. D'ailleurs, mais c'est normal, ils n'ont pas d'autres arguments. Parce que je ne veux pas parler du pétrole, parce que honnêtement, pour l'instant, j'ai du pétrole dans ma voiture, c'est complexe. Mais pour le tabac, on n'a absolument pas besoin de tabac produit. Donc, il n'y a aucun argument. En fait, l'industrie du tabac, elle a un très mauvais dossier parce qu'elle vend un produit qui est addictif et qui tue, mais elle a énormément d'argent. Nous, de notre côté, on a un excellent dossier, on n'a pas beaucoup d'argent. Et bien, l'argent, ça fait en sorte que souvent, ça fait basculer de leur côté plutôt que du nôtre. Alors que notre argumentaire est incontournable. Et Julien, tu faisais un parallèle entre les énergies fossiles et l'industrie du tabac. Et là, maintenant, il y a le troisième axe, ce sont les réseaux sociaux, qui, dans la stratégie des grands groupes de réseaux sociaux, est comparée à la stratégie de l'industrie du tabac. Je viens de voir ça. Oui, j'ai vu. Il y a une femme journaliste qui a travaillé là-dessus. Ouais. Alors, puisque Julien a déjà préparé la transition avec la partie environnementale du séminaire, professeur, on va revenir vers vous, bien sûr. Mais je suis là, de toute façon, je reste, aucun problème. À tout de suite. Restez avec nous surtout. Amélie, si vous voulez bien enchaîner, merci beaucoup. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter l'impact environnemental du tabac en vous montrant des chiffres qui sont eux aussi très édifiants à ce niveau-là. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le cycle de vie d'une cigarette, que ce soit de sa culture à vraiment sa consommation, est très polluante. Donc, ça passe par exemple avec la culture du plant de tabac, qui est cultivé du coup en monoculture, qui utilise beaucoup de pesticides, mais aussi des grandes quantités d'eau. Au séchage du tabac,
du coup, parce que là, on va brûler du bois pour sécher ce tabac-là, donc ça a aussi également un impact sur l'environnement. Mais ça va aller jusqu'à la gestion, en fait, la fabrication de ces produits, jusqu'à la gestion des déchets par la suite avec les emballages de tabac ou les mégots. Donc voilà, l'ensemble du cycle de vie d'une cigarette, porte grandement atteinte à l'environnement. Je sais pas, ce graphique n'est pas très lisible, mais c'est juste pour vous montrer du coup que ce soit de la culture, ensuite au séchage, ensuite à la manufacture du tabac, à la distribution, consommation et post-consommation, c'est vraiment l'ensemble des étapes qui est vraiment très très polluante et qui porte vraiment grandement atteinte à l'environnement. De toute façon, je vais vous montrer des chiffres et des comparaisons par la suite. Là, c'est juste rapidement, du coup, c'est un peu tout ce qui est nécessaire à la fabrication des trillions de cigarettes par an. Donc, on a 6 000 milliards de cigarettes qui sont produites tous les ans dans le monde. Et du coup, ça a des conséquences sur le réchauffement climatique, sur l'utilisation de l'eau, sur l'utilisation des terres qui sont nécessaires, l'énergie, etc. Voilà, donc c'est produit à travers plus de 100 pays dans le monde, dans des centaines d'entreprises. Voilà, là, c'est pas très, très clair, mais je vais vous montrer des chiffres par la suite. Donc, déjà, en termes d'impact de réchauffement climatique, donc tous les ans, il est estimé, donc toutes ces données proviennent d'un rapport de l'OMS, donc suite à la Journée mondiale sans tabac de cette année. Tous les ans, l'industrie du tabac rejette 84 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, en comparaison, c'est 0,2% des émissions mondiales des gaz à effet de serre et c'est l'équivalent des émissions d'un pays comme la Belgique par rapport aux données aux émissions de 2020 de ce pays, où c'est également autant de CO2 que 3 millions de vols Paris-New York. Il y a 200 000 hectares de forêt qui disparaissent chaque année en raison de la plantation de tabac. Parce que du coup, il y a une déforestation assez importante pour faire de la place pour cultiver ce tabac. C'est l'équivalent de 12 000 stades de France. Et du coup, il est estimé aussi que l'industrie du tabac est responsable de près de 5% de la déforestation totale dans les pays en développement, notamment les pays africains et asiatiques. Ça, c'est l'équivalent d'un département comme les Yvelines. Donc ça, c'est voilà. Et dans certains pays, ça va même beaucoup plus loin. Par exemple, à titre d'exemple, au Malawi, qui est un pays qui est principal pays exportateur de tabac, il est estimé qu'entre 2000 et 2016, le pays a perdu jusqu'à 14% de ses forêts pour la culture du tabac. Et elle est responsable, du coup, chaque année, l'industrie du tabac de 600 millions d'arbres, de la déforestation de 600 millions d'arbres. Ensuite, comme j'ai dit, donc ça nécessite de grandes quantités d'eau. Pour une seule cigarette, il y a près de 4 litres d'eau qui sont nécessaires. Et du coup, il y a une perte de 22 milliards de tonnes d'eau pour l'ensemble de cette industrie, donc aussi bien la culture que la manufacture. Et c'est l'équivalent de 6 millions de piscines olympiques. En termes d'hectares, donc il y a 5,3 millions d'hectares qui sont consacrés à la culture du tabac dans le monde. Et ça, c'est l'équivalent de la région Grand Est en France. Et du coup, ces terres qui sont allouées au tabac ne sont pas allouées à d'autres cultures, par exemple des cultures vivrières qui permettraient de nourrir, il estime entre 10 à 20 millions de personnes dans ces pays-là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est très, très, très conséquent. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une culture qui est cultivée en monoculture, donc elle est très demandeuse de pesticides. Et il y a plus de 180 000 tonnes de pesticides qui sont déversés tous les ans pour la culture du tabac, ce qui pose un gros problème pour aussi bien pour les sols, l'eau, où les pesticides s'infiltrent, mais également du coup pour les travailleurs qui travaillent dedans, parce que souvent ces personnes ne sont pas équipées d'équipements appropriés. Donc là aussi, ça pose un gros souci. Ensuite, il y a aussi, du coup, la problématique des filtres. Donc, on en entend souvent parler. Le filtre, c'est un plastique à usage unique, dangereux, toxique, qui est très nocif pour l'environnement et aussi pour la santé humaine. Ils sont fabriqués à partir d'acétate de cellulose, donc ça peut mettre jusqu'à 12 ans pour se décomposer lorsqu'il est jeté sur la voie publique. Il est composé de 6 000 éléments chimiques et peut polluer à lui seul 500 litres d'eau ou 1 mètre cube de neige. Et il est estimé qu'il y a 4 500 milliards de mégots
de cigarettes qui sont jetées dans le monde. En France, c'est entre 20 et 25 000 tonnes. Et c'est l'équivalent d'environ 2 tours Eiffel. Et ça aussi, ça a un impact, c'est un coût assez important pour les collectivités publiques de ramasser tout ça. Mais on verra ça un peu plus tard. Et ces mégots, du coup, représentent jusqu'à 40% du total des déchets collectés lors du nettoyage des océans. Voilà, c'est vraiment le déchet qu'on retrouve le plus dans le monde. Donc là, il n'y a aucun pays qui est épargné. Mais pourquoi l'industrie du tabac a ajouté ces filtres? C'était tout d'abord pour réduire les coûts de production parce que l'acétate de cellulose qui compose ce filtre est moins cher que les feuilles de tabac. Mais c'était aussi surtout marketing. Ça permettait d'empêcher les morceaux de tabac de se retrouver dans la bouche des fumeurs. C'était là notamment, justement, on parlait tout à l'heure du ciblage de certaines catégories de population. Donc là, c'était notamment les femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des porte-cigarettes à l'époque. Et du coup, le filtre permettait d'attirer plus facilement des femmes, voire des jeunes dans le tabagisme, parce que c'était considéré comme un peu, entre parenthèses, plus propre. Ça a été aussi une stratégie pour convaincre les gens que les cigarettes filtrées sont plus sûres que les cigarettes non filtrées. Ça, c'est juste un argument marketing qui est trompeur. En réalité, c'est même plus nocif. Là, si vous avez des questions là-dessus, je demandais plutôt au professeur Martinet, vu que c'est d'aspect un peu plus sanitaire. Mais en tout cas, le filtre n'a aucune justification sanitaire. Aucune. Et du coup, ça permet de commencer à fumer plus facilement et du coup de maintenir la consommation de tabac. Là, je vous ai juste montré une illustration d'une publicité qui doit notamment des années 50 sur le filtre. Donc voilà, ils essayaient notamment de montrer des publicités avec des professionnels de santé pour un peu légitimer tout ça. Ensuite, aussi un aspect du coup qui est un peu plus nouveau, c'est les nouveaux produits du tabac et de la nicotine, donc le tabac chauffé ou les cigarettes électroniques, qui connaissent un essor assez important ces dernières années, notamment en Occident. Et du coup, l'essor rapide de ces produits pose également un nouveau problème environnemental, parce que ces produits-là, ils comportent des batteries qui sont composées de métaux lourds, de circuits électroniques, de plastique. Les batteries sont faites en lithium, qui est quand même un métal qui est demandé, qui est très rare et qui nécessite un recyclage spécifique. Mais ça contient aussi des résidus liquides de nicotine. Et il y a aussi beaucoup de ces produits, du coup, maintenant, qui sont jetables. Donc là, les cigarettes électroniques jetables, je pense que vous en avez entendu parler, ou puffs, qui sont vraiment à usage unique. Donc, on les consomme et ensuite, elles sont censées être recyclées d'une manière spécifique, donc déposées dans les bacs de déchets électroniques. Mais on constate souvent que la réalité, elle est bien différente et ces produits sont souvent jetés à la poubelle parce qu'il n'y a pas d'indications qui sont fournies pour un bon recyclage. Et l'impact environnemental est encore très mal évalué pour ces nouveaux produits-là, même si ça fait maintenant une dizaine d'années qu'ils sont sur le marché, pour l'ensemble des cigarettes électroniques, j'entends. Mais là, il y a eu une étude qui a été réalisée par le Bureau of Investigative Journalism au Royaume-Uni, qui a montré qu'aux États-Unis, chaque seconde, il y a 5 puffs, donc les cigarettes électroniques jetables, qui sont jetées à la poubelle. Sur une année, ça représente 150 millions de dispositifs et qui contiennent à elles suffisamment de lithium pour environ 6 000 Tesla. Donc, on voit qu'il y a vraiment un problème environnemental majeur qui va se dégager de ces produits-là. Parce qu'on a même fait, le CNCT justement réalise des observatoires sur les lieux de vente et on a justement demandé à ces vendeurs de puffs, de cigarettes électroniques jetables, qu'est-ce qu'on en fait après utilisation? Et pour la plupart d'entre eux, c'était vraiment jetez-les à la poubelle. Donc voilà, et surtout qu'on sait que ces produits sont consommés notamment par des adolescents, voire très jeunes adolescents. On peut imaginer que ces produits finissent du coup à la poubelle et sont très mal recyclés. Et aussi, vu que ça contient des batteries, il y a aussi un risque d'incendie qui est très important. Donc tout ça, voilà, c'était la partie un peu plus factuelle sur l'impact environnemental de l'industrie du tabac. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. Sinon, je continue. Non, je pense que vous pouvez enchaîner, Amélie, il n'y a pas de souci. Très bien. Non, pardon Esther, j'ai une question encore Stéphane de Vendœuvre pour Terre Agora. Je suis désolé. Amélie, vous venez de faire un exposé de l'impact environnemental de l'industrie du tabac. Le Haut Comité de santé publique a dressé récemment un bilan de 15 années
du plan national de santé et environnement, le PNSE. Et je voulais savoir si justement le CNCT, le Comité national du tabac, pour lequel je travaille ainsi que le professeur Martinet, vous aviez des rapports avec ce Haut Comité de santé publique, si vous conjuguiez vos efforts, ou alors, comme c'est souvent le cas en France, chacun travaille de son côté. Alors là, je vais plutôt laisser le professeur Martinet répondre. Bon, d'un point de vue pratique, on essaye de plus en plus de se rapprocher du domaine de l'écologie, parce qu'il faut voir que on est parti initialement sur la lutte contre le tabac d'un point de vue sanitaire, c'était la première partie de l'exposé, et on continue bien évidemment cette approche, mais on essaye et on veut nous s'ouvrir vers le domaine de l'écologie. Alors c'est vrai qu'on travaillait tous un petit peu en tuyau d'orgue, mais on essaye de se rapprocher, et en particulier, je ne sais pas si Amélie, vous avez envisagé de parler d'Alcom. Oui. Manifestement, vous verrez que c'est pas simple. Et en particulier, on s'est rapproché du ministère de l'écologie il y a 3-4 ans, c'était en 2019, je crois, avec Madame Béguineau, qui est la directrice. On a pris des rendez-vous pour attirer l'attention, en particulier sur une dimension qui est importante. On parlait tout à l'heure du pétrole et puis comparé avec le tabac. Il y a une grande différence. C'est que nous, dans notre action de lutte contre le tabac, on travaille à l'intérieur de la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. En français, c'est la CECLA, convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. C'est le premier traité et le seul traité à ce jour de santé publique et qui concerne spécifiquement la lutte contre le tabac. Et donc, on avait été au ministère de l'écologie à l'époque pour leur dire, les gars, faites attention, l'industrie va essayer de récupérer, faire du blanchiment moral et du blanchiment du greenwashing pour les mégots et l'environnement au sens large. Et ça n'a pas manqué, et le ministère de l'écologie n'y a rien vu. Et on a maintenant une organisation pour traiter les mégots, Amélie en parlera. Donc, vous voyez qu'on a parfois des difficultés. Nous, on a de grandes difficultés quand on va à Ségur. Ségur, c'est le ministère de la Santé. Là, on est bien entendu, c'est nos copains, on travaille avec eux, il n'y a aucun problème. On n'est pas toujours d'accord, mais on y arrive. Dès qu'on va à Bercy, c'est même pas la peine. Ils nous prennent pour des débiles parce qu'on a des objectifs de santé, ils ne comprennent pas de quoi on parle. Et on vient de découvrir que le ministère de l'écologie, c'est aussi très… Ils travaillent aussi beaucoup en tuyau d'orgue et que c'est difficile de leur faire passer des messages. Donc, c'est en complément, et j'arrête là tout de suite, Amélie, en complément, nous, on travaille dans le cadre de l'OMS. D'ailleurs, l'OMS, c'est les recommandations de l'OMS dans le cadre de la Convention cadre. Donc, chaque fois qu'on va, même à Bercy ou voir l'écologie, on leur redit, mais la France a signé, ratifié, s'est engagée à appliquer, puis elle a complètement oublié. Pardon, M. Martinet, pour compléter ma question, le Haut Comité de santé publique, là, je crois que la semaine dernière, il y a 15 jours, lorsqu'il présentait son bilan, justement, appelait de ses voeux à une révision de la maquette de formation des médecins, de façon justement à ce que les enjeux environnementaux soient plus pris en considération dans cette formation et de façon à ce que vos confrères et consoeurs soient plus sensibilisés. Et parallèlement, l'Académie de pharmacie, cette fois-ci, a créé un département santé-environnement il y a, je crois, 5 ou 6 ans maintenant, mais rien du côté de l'Académie de médecine. Donc, ma question, c'est est-ce que vos consoeurs et confrères, encore une fois, ne seraient pas un peu, si vous passez l'expression, à la ramasse par rapport sur ces notions environnementales, bien évidemment ce qui concerne l'industrie, enfin la lutte contre le tabagisme, mais également bien au-delà sur tous les enjeux environnementaux? Je pense que c'est à la fois, vous avez raison, ils sont à la ramasse, tant d'un point de vue, mais pas qu'environnemental, aussi par exemple, je ne vais pas vous parler, localement, là où je suis, il y a une équipe qui travaille beaucoup sur l'obésité morbide et
les problèmes liés à l'obésité médicaux, liés à l'obésité morbide. Et quand on les amène à la réflexion de savoir que, bien évidemment, l'obésité morbide, c'est un problème de santé publique et c'est aussi une épidémie industrielle, qu'il faut dire, eh bien, à ce moment-là, ils ont les plus grands mal. Ils disent, c'est pas à nous de faire ça, c'est pas. C'est-à-dire, les médecins, ils sont très techniciens. C'est-à-dire, souvent, ils sont plus. Alors, ça, c'est ce que je dis. Alors, ça plaît pas quand je le dis, mais ce sont plus des officiers de santé, c'est-à-dire des techniciens supérieurs de haute qualité qui, malheureusement, ne veulent pas travailler aussi en tant que, comment dire, en tant que citoyens. Voilà. Ils ont du mal à remettre dans le fonctionnement de la société au sens large de leur activité. Et ma dernière question, est-ce que je n'aurais pas abusé de votre temps et surtout par rapport à mes confrères, justement, est-ce que l'un des moyens, ce ne serait pas, on parlait de révision, enfin le Haut Comité de santé publique parlait de révision de la maquette de formation, est-ce que l'un des moyens, l'un des leviers ne serait pas d'interpeller la conférence des doyens qui est à l'origine justement de l'enseignement universitaire, nonobstant le côté un peu poussiéreux de la conférence des doyens, si vous me permettez cette expression. Alors, je ne suis pas doyen, je n'ai jamais été, mais je peux vous dire qu'on a quand même des raisons d'espérer parce que le doyen actuel de la faculté de médecine de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, c'est le professeur Loïc Josserand et il est président de l'Alliance contre le tabac. C'est quelqu'un qui est extrêmement, et moi je ne connais bien que la question du tabac, c'est quelqu'un qui, en tant que doyen, il va tout faire et on a eu, enfin peu importe, des réunions scientifiques là-dessus et il est clairement impliqué dans la réflexion justement pour le tabac en tant que santé parce qu'on n'est même pas, avant de réfléchir tabac-environnement, il y a encore des médecins chez des femmes enceintes qui posent même pas la question de la consommation de tabac. Vous voyez, on est très, très, très loin de ce qu'on pourrait espérer de la part de collègues. On va enchaîner peut-être, Merci. Stéphane. Merci en tous les cas, professeur Martinet, sur la suite de la présentation de Amélie. Oui, donc là, je vais un peu vous détailler, pas toutes, mais les stratégies d'éco-blanchiment de l'industrie du tabac, qui sont très nombreuses. Du coup, c'est vrai que l'aspect environnemental de l'industrie du tabac a pendant longtemps été assez méconnu. C'est vrai qu'on parlait notamment de l'impact sanitaire, mais il est aussi très, très important. Et on voit que ces dernières années, il y a quand même un intérêt qui est quand même grandissant pour cet aspect-là. En termes juste de publication de recherche scientifique, on a vu que dans les années 80, il y avait moins d'une centaine d'articles. Et du coup, dans la dernière décennie, il y en avait plusieurs milliers. Donc, c'est vrai que le sujet est de plus en plus couvert, aussi bien dans les médias. Donc, on a une meilleure couverture médiatique. Et c'est une approche beaucoup plus large, du coup, qui ne se limite pas uniquement à l'impact de la culture du tabac, mais vraiment sur l'ensemble de l'industrie du tabac, donc aussi post-consommation, consommation, etc. Et on commence aussi à s'intéresser à la responsabilité de l'industrie du tabac, parce que c'est vraiment elle qui est responsable de tout ça. Même si elle continue beaucoup de rejeter la faute sur le consommateur, on va voir ça un peu plus tard. Ça a été notamment le thème de la Journée mondiale sans tabac. Donc, tous les ans, on a la Journée mondiale sans tabac qui est le 31 mai. Et du coup, ça a été cette année la thématique pour la JMST. Du coup, cette prise de conscience de l'impact environnemental de l'industrie du tabac, ça a conduit l'industrie à développer un grand nombre de stratégies de responsabilité sociétale des entreprises et de vraiment communiquer activement à ce niveau-là pour essayer de se faire passer pour des acteurs responsables et surtout essayer de redorer son image. Du coup, à travers des nombreuses, même si elle est considérée, même par l'OMS, comme l'industrie les plus polluantes du monde, elle continue vraiment de communiquer sur sa transformation et notamment sur ces nouveaux produits du tabac et de la nicotine qu'elle prétend plus respectueux de l'environnement. Donc ça passe par des stratégies de relations publiques et de RSE pour détourner l'attention des véritables dégâts sur l'environnement qui a été causé notamment par son activité. Donc, elle rejette beaucoup la faute sur les consommateurs, mais
Elle finance aussi beaucoup de missions et d'activités. Ça va être par exemple la plantation d'arbres dans certains pays ou le nettoyage des plages, ou ça va être notamment dans des pays qui sont à revenus faibles ou intermédiaires, qui sont du coup beaucoup plus réceptifs à ce genre d'activités. Ça va être des missions d'assainissement d'eau, de préservation des forêts. Voilà, donc les principaux fabricants, Philip Morris, British American Tobacco, financent beaucoup de ces activités-là dans les pays en développement. Ça a été notamment le cas pendant la pandémie, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, ils financent beaucoup d'activités de RSE pour vraiment redorer leur image. Donc, ils instrumentalisent cette RSE et se présentent comme des acteurs responsables. Et surtout, ils essayent de rentrer à nouveau dans la table des discussions en se disant, bon, on finance cette activité-là, on va essayer de négocier des réglementations qui nous sont profitables. Ça va être par exemple pour la taxation, ou, etc. Ils utilisent aussi beaucoup des groupes de façade pour faire ça. Donc, notamment dans les pays qui sont producteurs de tabac, ils financent des associations on va dire, de personnes qui sont censées protéger les droits des cultivateurs, mais en soi, ils bloquent toutes les réglementations qui pourraient leur être profitables. Donc voilà, ça, ils sont très bons pour ça. C'est vraiment utiliser des groupes de façade. Il y en a, par exemple, qui sont très connus. Ça va être la Fondation pour un monde sans fumée de Philip Morris. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie qui est très, très utilisée. Et à côté de ça, ils sensibilisent aussi, ils mènent des campagnes de sensibilisation pour, par exemple, sensibiliser le consommateur sur ne pas jeter son mégot un peu partout. C'était en 2020, par exemple, Philip Morris avait lancé une campagne «Notre monde n'est pas un cendrier». Donc, ils ont mis en place une campagne de communication avec un très beau site internet où ils rejetaient clairement la faute sur le consommateur en disant attention, ne jetez pas votre mégot partout. Pour cela, des solutions existent. Ça va être de passer à d'autres produits du tabac et de la nicotine, donc notamment le tabac chauffé. Donc indirectement, ils utilisent en plus ces stratégies pour faire la promotion de leurs produits. Là, je vais juste vous montrer des exemples. Donc, c'est quand on va sur les sites internet du coup institutionnels des principaux fabricants de tabac, donc la British American Tobacco, qui est très présent en France, on voit qu'ils communiquent vraiment beaucoup sur tout ce qui est environnement, durabilité, objectif zéro carbone, etc. Donc, ils ont un site qui est très, très vert avec un discours qui est vraiment axé à ce niveau-là. Donc là, c'est directement sur la page d'accueil. Et donc, ils utilisent ça pour faire la promotion de leurs nouveaux produits. Ils essaient vraiment de placer le concept de durabilité au premier plan de leur stratégie et de leur objectif de, entre guillemets, parvenir à un objectif zéro carbone. Donc là, on a la page d'accueil de Japan Tobacco International. Donc voilà, zéro carbone. Ils s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 dans un objectif assez court, mais aussi un peu plus lointain, donc 2030-2050. Voilà, là, on a Imperial Brands, donc avec des projets, par exemple, de reforestation en Madagascar. Voilà. Ils organisent évidemment aussi des événements ou des webinaires sur l'environnement. Ils se positionnent vraiment, vraiment beaucoup sur cet aspect-là. Ils communiquent vraiment énormément à ce niveau-là. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était Philip Morris. Du coup, eux aussi, ils communiquent beaucoup, ils ont un volet environnemental. Développement durable. Là, juste à titre d'exemple, c'était en septembre 2022. Donc, Philip Morris France était présent au salon ProDurable à Paris, donc qui rassemble quand même l'ensemble des acteurs européens de la RSE, de l'environnement. Donc, ils avaient un stand gigantesque avec des slides très éclairés sur l'ensemble de leurs actions destinées à préserver l'environnement. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais bon, voilà, c'était très, très vert où ils mettaient un peu les récompenses qu'ils avaient reçues en termes de durabilité, d'environnement. Ce sont des agences de notation qui sont parfois un peu floues ou douteuses, où on ne connaît pas toujours on va dire, les critères pour tout ça.
Donc, voilà, on y allait en tant que CNCT pour un peu se renseigner là-bas. Et en fait, ils utilisent vraiment cette présence au salon pour faire la promotion indirecte de leurs nouveaux produits du tabac. Donc, ils disaient justement qu'ils sont dans un objectif d'arrêter la production de cigarettes manufacturées au profit du tabac chauffé et d'autres alternatives sans combustion, comme ils les appellent, qui sont qui sont meilleures pour l'environnement. Ils utilisent aussi beaucoup leurs réseaux sociaux pour communiquer à ce niveau-là. Donc là, voilà, je vous invite à aller voir tout simplement le compte Twitter de Philippe Morris France et vous verrez qu'il y a beaucoup de communication à ce niveau-là. Donc là, atteindre la neutralité carbone d'ici 2025. Juste aussi juste pour conclure cette partie-là, en fait, en communiquant vraiment sur ces aspects-là, ils essayent un peu vraiment d'occulter leurs responsabilités qu'ils ont dans vraiment la détérioration de l'environnement. Et ils rejettent surtout beaucoup la faute sur le consommateur. Donc, lorsqu'ils organisent, par exemple, des campagnes de ramassage de mégots, ils rejettent vraiment la responsabilité sur le consommateur qui, lui, du coup, ne devrait pas jeter ses mégots en occultant le fait que les déchets proviennent à la base de eux. Donc ça, c'est une stratégie qui est très, très importante. On va le voir par la suite avec l'organisme Alcom dont je vais vous parler. Donc voilà. Et dans les pays que j'ai dit en développement, ils financent beaucoup aussi des ONG environnementales, voilà, pour essayer un peu d'affaiblir les mesures anti-tabac qui sont en place. Donc là, je vais passer à ma dernière partie, à moins qu'il y ait des questions à ce niveau-là. Les participants n'ont pas de questions. Sinon, Amélie, vous pouvez enchaîner. Eh bien, je vais enchaîner. Du coup, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, moi j'avais une question par rapport, mais ça a coupé, alors peut-être vous y avez déjà répondu, par rapport au tabac bio. Est-ce que environnementalement et sanitairement, c'est mieux? Alors non, il n'y a pas vraiment… Là aussi, j'ai plutôt laissé le professeur Martinet répondre à cette question-là, mais c'est vrai que c'est aussi un argument assez destiné un peu à détourner un peu tout ça, mais il n'y a pas de tabac ou de produits qui sont vraiment plus respectueux de l'environnement. C'est comme un peu tout ce qui est filtre biodégradable, au final, c'est les mêmes matières polluantes se retrouvent dans le filtre et même qui vont ensuite être dans la nature. Et en fait, il y a le mégot est composé de deux parties. Le filtre, c'est de l'acétate de cellulose, donc un plastique. Et d'autre part, le reste de tabac, et à la fois le reste de tabac et puis le filtre sont le siège des produits toxiques qui n'ont pas été inhalés, la partie qui s'est déposée. Et donc, après, maintenant, les nouveaux produits du tabac, il faut voir, bon, Amélie a insisté sur les cigarettes électroniques, en particulier les puffs, mais pas que. Mais maintenant, avec le tabac chauffé, on a à la fois des cigarettes avec les filtres, etc., en acétate de cellulose, plus les produits toxiques. Et en plus, on a les dispositifs qui sont du plastique, qui sont des batteries, enfin, etc. C'est une vraie catastrophe écologique, ces nouveaux produits du tabac. Très bien. Amélie, oui. Oui, du coup, je vais enchaîner sur la dernière partie, sur les politiques publiques en place. Bon, là, en France, pour réduire l'impact environnemental, donc là, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un focus, on va dire, sur les filtres. Donc, tout d'abord, le professeur Martinet l'a déjà évoqué, il y a la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'OMS, donc qui a un ensemble de mesures efficaces destinées à réduire la consommation de tabac dans le monde. Et à travers deux articles, du coup, il mentionne l'environnement. Donc, l'article 17, c'est notamment pour fournir des activités de remplacement à la culture du tabac, donc à la place de culture vivrière. Mais aussi, du coup, l'article 18, la protection stricto sensu de l'environnement, donc protection de l'environnement, de la santé des personnes. Du coup, la Convention CAS, c'est un traité qui est international, juridiquement contraignant et qui regroupe à ce jour 181 parties, dont l'Union européenne. Donc, c'est vraiment, il y a très, très peu de pays qui n'ont pas ratifié la Convention cadre. La France l'a ratifiée en 2004. Ensuite, il y a également les cigarettes à potentiel incendiaire réduit.
Donc là, c'est depuis 2011, l'Union européenne, elle impose une norme pour les cigarettes, appelée cigarettes à potentiel incendiaire réduit. Donc du coup, ça permet de prévenir le risque d'incendie, qui est quand même assez conséquent pour les mégots de cigarettes qui ne sont pas éteints et mal jetés sur la voie publique. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien l'illustration, mais ça permet à un moment, quand le fumeur arrête de fumer, elle s'éteint automatiquement. Ce sont des cigarettes qui ne réduisent pas du tout les risques sur la santé. Ça, il faut bien l'entendre, mais il permet de diminuer jusqu'à 30% le risque d'incendie. Évidemment, l'industrie du tabac s'est fortement opposée à cette mesure, parce que dès qu'on souhaite réglementer ces produits, elle s'oppose automatiquement. Donc voilà, donc ça c'était une des mesures. Donc le CNCT a fortement milité pour l'instauration, la mise en place de ces produits-là. Ensuite, il y a la directive européenne relative au plastique à usage unique, donc directive SUP. Elle est entrée en vigueur en juillet 2019 et notamment son objectif, c'est de réduire l'impact environnemental de certains composants, donc notamment plastique. Donc, elle incite l'ensemble des États membres à promouvoir un large éventail de mesures qui visent à réduire les déchets consécutifs. Donc, dedans, il y a par exemple tous les plastiques à usage unique, donc les pailles, les couverts, etc. en plastique, mais il y a aussi une partie sur les filtres des produits du tabac. Donc, justement, c'est destiné à réduire ces déchets à la consommation des produits du tabac avec filtres contenant du plastique. Donc, comme on l'a dit, ces filtres constituent il y a du plastique dedans. Donc, ça comprend une série de mesures, notamment le principe de pollueur-payeur. Donc, la directive, elle a été transposée en France en 2020. Et du coup, une des mesures suite à la transposition, c'était de réduire de 40% le nombre de mégots de cigarettes jetés sur la voie publique d'ici 2027, donc d'ici 4 ans, mais également de diffuser des informations sur le tabac et l'environnement, de sensibiliser sur l'impact environnemental des mégots de cigarettes. Et surtout, ce qui était indiqué dans la directive, c'était de mettre en place des petits avertissements. Donc, vous voyez tout en bas, le filtre contient du plastique. Donc ça devait être mis en place en 2021, mais également un soutien financier au projet de recherche et développement. Donc là, c'était par exemple d'essayer de trouver des alternatives à certains de ces produits-là. Donc, c'est la loi AGEC, qui transpose la directive SUP. Donc, elle part sur le principe du pollueur-payeur et de la responsabilité environnementale. Là, elle modifie l'objectif du dispositif. Donc, il ne s'agit pas seulement de traiter les déchets, mais également justement de les prévenir, donc en réduisant ces déchets-là. Du coup, là, il y avait... Donc oui, ça part du principe de la responsabilité élargie du producteur, donc les filières REP, qui donc sont destinées à prendre en charge les frais de nettoyage des mégots de cigarettes, mais aussi de contribuer à les équipements de la ville. Donc ça va être des cendriers de rue, des cendriers individuels. Là, je vais vous mentionner un peu plus tard, mais ce ne sont pas forcément les solutions les plus adaptées quand je parle de cendriers individuels. Donc, ensuite, c'est donc en la filière REP, donc c'est l'éco-organisme ALCOM qui a été agréé par le ministère de la Transition écologique en France, donc en août 2021, pour mettre en place une filière de récupération de l'ensemble des mégots qui sont jetés du coup en France. On estime qu'il y a environ 23 milliards de mégots qui sont jetés sur la voie publique en France. Le problème de cet éco-organisme, c'est qu'il est directement lié, associé à l'industrie du tabac. Donc, il est composé des 4 principaux fabricants, mais aussi de la Confédération des buralistes. Donc, on retrouve l'Association des fournisseurs de tabac, British American Tobacco, Imperial Brands, Philip Morris, Japan Tobacco International. Donc ça, c'est très problématique parce que c'est vraiment contraire aux engagements de la France par rapport à la Convention cadre, et notamment à son article 5.3 que je vous ai mis, qui recommande notamment au pouvoir public de limiter leur interaction avec l'industrie du tabac au strict nécessaire. Donc c'est vraiment une violation directe de cette convention, parce que notamment, elle va nouer des contrats avec des municipalités, avec des collectivités, pour le ramassage de ces mégots-là. Donc, ça va au-delà de ce qui est strictement nécessaire.
Ce qui pose aussi problème, c'est que dans ce contexte-là, la responsabilité de l'industrie du tabac, elle n'est pas soulignée dans sa communication actuelle. Encore une fois, comme j'ai dit précédemment, elle va rejeter la faute sur le consommateur et elle va occulter le fait que ces déchets proviennent d'elle-même. Et le risque aussi, c'est qu'il y a un risque de blanchiment moral, parce que à travers cet éco-organisme, du coup, ils peuvent apparaître comme des acteurs responsables, qui sont vraiment acteurs de solutions. Et c'est vraiment un enjeu environnemental qui est détourné, en fait. Pour eux, c'est un levier de communication. Et ça réfute au final le principe même de pollueur-payeur. Du coup, il y a des dispositions assez problématiques dans cet éco-organisme, c'est notamment la diffusion des cendriers individuels. Ça pourrait paraître comme une bonne idée en soi, mais au final, il y a des études qui montrent que la distribution des cendriers individuels, ça permet juste de normaliser la consommation de tabac, et c'est une mesure au final qui est complètement contre-productive. Surtout qu'au final, ces cendriers, ils sont constitués de plastique, qui sont du coup source de déchets supplémentaires. En fait, ce que nous, on recommande notamment, c'est les cendriers collectifs, mais pas la distribution de cendriers individuels. Et surtout qu'en fait, là, ils ont lancé une campagne, c'est que ces cendriers sont distribués par le réseau des buralistes. Donc, c'est une nouvelle forme de communication où ils essaient de passer pour des acteurs responsables. Donc voilà, ça, c'est en distribution, du coup, dans de nombreux bureaux de tabac en France. Et ce qui manque aussi dans cet éco-organisme, c'est qu'il y a des dispositions efficaces qui ne sont pas prises en compte. Donc, ça va être la mise en œuvre justement d'autres dispositions qui ont été reconnues comme efficaces. Ça va être justement l'extension des lieux sans tabac, parce que moins il y a des endroits où on peut fumer, moins du coup il y a de déchets qui sont liés à cette consommation. Ça va être aussi tout simplement l'interdiction des filtres. Donc là, c'est vraiment une mesure pour laquelle le CNCT milite activement. Et ça va aussi être justement l'inclure les dommages environnementaux des autres produits du tabac et de la nicotine. Donc, on a vu précédemment le tabac chauffé, les cigarettes électroniques ou plus récemment même les sachets de nicotine. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. En résumé, du coup, le principe de pollueur-payeur, etc., c'est quelque chose qui est quand même très positif parce que ça permet d'éviter aux collectivités locales de supporter les coûts du ramassage des mégots. Mais c'est un dispositif en fait qui n'est pas du tout adapté à l'industrie du tabac parce que comme le professeur Martinet l'a dit, c'est une industrie qui n'est pas du tout comme les autres et il n'y a vraiment aucun intérêt et aucune nécessité à consommer du tabac. Ils ont vraiment des objectifs qui sont inconciliables avec la préservation de l'environnement et de la santé publique. En fait, pour eux, le fait de leur octroyer cette gestion des mégots, en fait, c'est complètement contre-productif parce qu'ils n'ont aucun intérêt à avoir moins de déchets sur la voie publique. Parce que ce qui veut dire s'il y a moins de déchets, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la consommation, donc par la suite une réduction de leurs profits. Donc, on voit que c'est un système au final qui n'est pas du tout adapté et qui ne peut pas être confié à l'industrie du tabac. Surtout qu'il y a un financement qui est partiel parce que c'est censé être ramassé les mégots qui sont jetés sur la voie publique, mais rien qui a été mis en place pour, par exemple, la gestion des mégots qui sont jetés chez les particuliers. Ce qui est quand même positif, c'est que ce principe quand même contribue à la réalisation des objectifs de développement durable. Et aussi, il faut savoir qu'il y a quand même eu un très très fort lobby justement de l'industrie du tabac pour un peu avoir la main là-dessus. Et généralement, on sait que si l'industrie du tabac a un fort lobby, c'est que c'est une mesure qui est censée être efficace et qui va fonctionner parce que ça va directement à l'encontre de leurs objectifs de profit. Du coup, oui. Je crois que vous n'avez pas activé votre micro. Excusez-moi. Clara Delpa peut poser la question. Le Conseil d'État n'a-t-il pas déjà retiré l'agrément à Alcom? Alors, si, en effet, ils ont retoqué tout ça. C'était du coup fin 2022, si je ne me trompe pas. Ils ont apporté des modifications, mais des modifications qui sont mineures et qui ne sont pas du tout satisfaisantes au regard de ce que nous, on avait demandé. D'accord, merci. Voilà. Au final, au final, l'organisme est toujours à la main des industriels du tabac. C'est pas du tout quelque chose qui est indépendant. Donc, c'est vraiment des modifications mineures à ce niveau-là.
pense que je peux laisser Yves compléter. Et simplement à ce sujet, le CNCT envisage un recours gracieux à ce propos. Voilà, on est en train de travailler sur le document on envisage, hein, c'est pas décidé formellement, mais on travaille pas mal sur un recours gracieux à ce sujet. Très intéressant, merci professeur. Et du coup, pour conclure à ce niveau-là, ce que nous, on demande, le CNCT, et ce qui devrait être nécessaire, c'est vraiment de sensibiliser les autorités publiques et environnementales à la Convention cadre et à leur obligation justement de l'article 5.3. Donc voilà, le CNCT travaille vraiment de manière assez conséquente à ce niveau-là pour former un peu les pouvoirs publics à son article 5.3. Donc on organise d'ailleurs un événement tous les ans pour un peu sensibiliser les politiques à cette disposition parce qu'ils ont vraiment, on voit que c'est quand même assez méconnu et qu'ils ne devraient pas du coup échanger avec l'industrie du tabac. Et c'est justement avoir un éco-organisme qui inclut uniquement des parties indépendantes et qui ne sont pas liées de près ou de loin à l'industrie du tabac. Donc, c'est vraiment d'avoir un éco-organisme indépendant. C'est aussi d'adopter une approche globale, donc de l'environnement, avoir vraiment le réel coût de l'impact, vraiment mener des études à ce niveau-là, et pas uniquement de le ramassage des mégots, mais l'ensemble de l'impact environnemental de l'industrie du tabac. Et inclure notamment les nouveaux produits du tabac de la nicotine. Et donc, on a vu que ce principe de pollueur-payeur n'est pas envisageable pour l'industrie du tabac. Donc, ce serait vraiment créer un système de taxation qui est uniquement payé par l'industrie du tabac pour financer cet écosystème. Mais il faudrait uniquement qu'ils financent ce système-là, mais pas qu'ils soient en charge de la communication, comme c'est le cas actuellement. Parce que, voilà, comme on a dit, ils utilisent beaucoup cet éco-organisme pour communiquer, nouer des partenariats avec des collectivités. Ils avaient commencé avec 6 villes en France, notamment Grenoble, qui notamment le maire est quand même un maire du Parti écologiste. Donc voilà, c'est vraiment sensibiliser tout le monde à cet impact-là, à cet aspect-là, et éviter du coup que ça leur permet d'avoir un levier de communication et de rejeter leurs responsabilités. Et je crois que c'est fini. Très bien. Alors, y a-t-il des questions? Oui, Julien Le Provost, j'ai levé la main. Je me permets 2 questions. La première est peut-être un peu triviale, mais quand on sait que l'argument de la santé ne suffit pas pour le public et voire pour les autorités à arrêter le tabac ou à réguler l'activité, en quoi l'argument environnemental peut-il avoir un poids? Et seconde question par rapport justement aussi aux impacts environnementaux du tabac, est-ce qu'à un moment, on va décider aussi à prendre en compte dans l'analyse de cycle de vie et dans les externalités, tout l'impact environnemental qui est lié aussi au traitement médical de cette pandémie mondiale, puisque la santé aussi n'est pas un secteur neutre pour le climat, mais qui a une utilité sociale. Alors, je peux répondre déjà à la première question. On a vu que l'aspect environnemental, justement, c'est quand même un sujet qui est assez porteur en ce moment. Donc, c'est que ce soit auprès des jeunes, du grand public, des journalistes. On a constaté qu'en passant par cet angle-là, on a amené à sensibiliser davantage le grand public et notamment les jeunes qui sont beaucoup plus réceptifs par ça. Quand on communique notamment là-dessus, on a vu que c'est assez porteur et davantage que l'aspect sanitaire, surtout pour les jeunes parce qu'ils ne se sont pas directement concernés en fait par les maladies liées au tabac. Pour eux, c'est quelque chose de lointain qui ne va pas les toucher tout de suite. Alors que l'aspect de la planète qui est en crise, ça, c'est davantage parlant pour eux. Donc, je pense qu'en effet, qu'on peut davantage sensibiliser à l'ensemble de l'industrie du tabac en passant par cet aspect-là et montrer que c'est vraiment une industrie qui est derrière, une industrie qui est vraiment amenée à faire du profit. Donc, je pense qu'en effet, c'est quand même quelque chose qui est très porteur et qui permet de sensibiliser, ensuite de ratisser plus large et de parler de l'ensemble des coûts de l'industrie du tabac. J'aimerais un petit complément. Je pense qu'il y a un travail de sensibilisation aussi du milieu associatif qui s'intéresse à l'environnement au sens large. Parce que, avec Madame Beguineau, notre directrice, on a essayé, lorsqu'on a commencé à travailler sur Alcom, à prendre des contacts avec des associations plus ou moins connues
de À quelle heure il y va? l'environnement. J'ai pas fini, là. On a eu peu d'échos finalement, peu de réponses. Et vraiment maintenant ou dans 10 minutes? Attention Stéphane, attention, il y a ton micro qui n'est pas éteint. Ça peut le faire. Merci mon cœur. Stéphane, il y a ton micro qui n'est pas éteint, Stéphane. On a eu finalement oui, professeur, allez-y. Non, mais pas trop. Mais on a eu finalement peu de réponses, pour pas dire pas du tout. Clairement, notre courrier était ouvert et clair et court, donc et aller droit au but. Et je pense que la première étape serait de sensibiliser le milieu associatif et au sens large, l'ensemble des parties prenantes qui s'intéressent à l'environnement, à ce côté tabac, environnement, et après, on pourra travailler ensemble. Mais pour l'instant, il y a un travail de fond qui est nécessaire à mon sens. Parce qu'on n'a pas eu de réponse, finalement. Pour favoriser l'interdisciplinarité, vous voulez dire entre les par rapport à différents Alcom, acteurs, environnement et ça. Pas que Alcom, mais au sens large. C'est-à-dire envisager cette question. Parce que enfin, là, je lis un papier qui est dans une revue scientifique qui s'appelle Science of Total Environment, et ils expliquent, c'est clair qu'il faut se débarrasser du filtre. Et il n'y a même pas de discussion. C'est un dossier qui est parfaitement ficelé. C'est un dossier ficelé à l'international. Il est ficelé techniquement. On a tout ce qu'il faut. Donc, c'est une première étape. Et la première étape, c'est déjà se débarrasser. Enfin, moi, j'y connais rien en écologie, mais on m'a toujours dit que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà. Donc, deux objectifs, se débarrasser du filtre et deuxièmement, faire en sorte que les gens ne fument plus. Donc ça, on a bien évidemment une concordance d'objectifs. C'est vrai que, juste pour ajouter aussi, c'est une idée qui commence vraiment à faire son chemin au niveau international parce que là, il y a eu en décembre les premières négociations du traité sur la pollution plastique. Donc, il y a 160 pays qui se sont réunis en Uruguay, justement, pour essayer de diminuer la production de plastique et réduire les déchets liés au plastique. Et pour ces premières négociations, il y a les associations de lutte anti-tabac et de santé publique qui ont participé, justement pour demander l'interdiction du filtre et justement inclure le filtre dans toutes les futures listes des plastiques à usage unique. Donc voilà, ça c'était la première séance de négociation et la seconde, justement, elle aura lieu à Paris en mai 2023. Donc on voit que c'est vraiment une prise de conscience qui est vraiment à l'échelle internationale. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi à suivre vu que ça se passera en France. Donc inclure les filtres dans les plastiques à usage unique. Ben oui, c'est un plastique à usage unique. Ouais. Et dont on peut se débarrasser. Et surtout qu'on rappelle, ça n'a aucune justification sanitaire, justement. Donc, c'est vraiment inutile. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Ou bien est-ce que, professeur Yves Martinet, est-ce qu'il y a un aspect que vous aimeriez également évoquer? Oui, moi, il y a une étude cascade. Il y a une étude cascade, bonjour, je suis Véronique Hamel, il y a une étude cascade qui est promue par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris qui organise donc un dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose. Je voulais savoir si vous le connaissez, cette enquête et cette recherche et qu'est-ce que vous en pensez pour les personnes qui sont fumeuses âgées de 50 ans et plus. Oui, alors c'est un domaine qui est assez complexe. Je ne vais pas rentrer dedans parce que j'ai travaillé dessus, mais ça fait plus de 15 ans que j'ai abandonné cette dimension dans mon travail, donc je ne suis pas compétent absolu pour vous répondre. La question qui est posée est est-ce que si on fait des dépistages systématiques chez des personnes, alors l'âge pour cette étude c'est 50 ans, qui ont fumé au minimum un certain nombre d'années, est-ce que on trouvera de façon plus précoce des cancers bronchiques et à partir de ce moment-là, on pourra les traiter de façon plus efficace. C'est pas simple. Répondre à une question comme ça, c'est extrêmement complexe parce que on a l'impression que, a priori, bon, d'abord il y a un problème d'irradiation, donc c'est pas sans risque parce que c'est des scanners.
Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les risques d'overdiagnosis, de surdiagnostic, c'est-à-dire que on connaît ça bien dans le cancer du sein ou dans le cancer de la prostate en particulier. C'est-à-dire qu'on va embêter un tas d'hommes pour un cancer de la prostate, des hommes déjà assez âgés, qui ne mourront pas de leur cancer de la prostate. Mais comment on va faire des prélèvements et des traitements, ils auront une vie qui sera, une qualité de vie, voire même une quantité de vie qui seront altérées du fait des traitements. Donc, c'est complexe, donc ça nécessite des études de suivi avec des cohortes assez nombreuses, avec une autre difficulté, c'est ce qu'on appelle la pollution, c'est-à-dire que de plus en plus, on a recours à des scanners thoraciques pour des symptomatologies qui ne sont pas forcément évocatrices de cancer du poumon. Donc, à partir de ce moment-là, on ne sait plus trop, c'est difficile, c'est-à-dire l'accès facile au scanner thoracique fait que c'est difficile d'avoir une cohorte qu'on suit. Bon, mais il faut le faire, hein, c'est clair. D'accord, merci. C'est pas simple, c'est un domaine complexe. Oui, ça a l'air. Et c'est un domaine où il y a des arguments économiques qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Et est-ce que vous avez tenu compte aussi de l'alcool et peut-être aussi, parce que moi je suis une ancienne fumeuse, de l'industrie aussi du café, parce que souvent c'est le domaine plutôt des addictions et on prend une cigarette, on boit un café ou alors on boit un verre d'alcool. Je ne sais pas si tout ça c'est pas lié, non? Il y a deux choses. Par rapport au cancer du poumon, le café à ma connaissance, n'a pas de rôle sur l'incidence du cancer du poumon ou sa sévérité, et idem pour l'alcool. Par contre, il est vrai que pour les fumeurs, tabac et alcool sont deux produits d'appel qui les amènent à consommer et à rechuter quand ils ont arrêté. Donc, c'est évident que ce sont des dimensions que, lorsqu'on conduit des sevrages tabagiques, ce sont des dimensions qu'on doit aborder, à la fois la consommation de tabac et celle d'alcool. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, Clara Delpaz écrit, en somme, on pourrait commencer par rajouter sur les paquets de cigarettes, à la suite du message fumer nuit gravement à la santé et à l'environnement. Désolée, mais je dois vous laisser. Voilà, donc c'était. Je voudrais rajouter une mention sur les paquets de cigarettes, si tant est que ça puisse avoir une utilité. J'en doute, mais bon. Alors, nous devions. Alors, concernant le Génération sans tabac et le Comité national contre le tabagisme, vous pourriez nous redire comment les deux entités interagissent l'une avec l'autre? Vous pouvez nous les resituer peut-être, Oui. Amélie? Alors, Génération sans tabasser, le Comité national contre le tabagisme, en fait, c'est pas deux entités distinctes, c'est la même, c'est juste que donc Génération sans tabac, c'est une plateforme de mobilisation citoyenne. Ça a été lancé en 2020. Janvier 2020, c'est un projet qui est financé par le Fonds de lutte contre les addictions de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Donc voilà, c'est destiné un peu, c'est d'avoir l'objectif, c'est que ça devienne un outil justement pour les journalistes, pour les pouvoirs publics, pour toutes les parties prenantes, en fait, qu'ils puissent avoir un outil pour un peu voir les bonnes pratiques qui sont mises en place en France et à l'international, et d'avoir vraiment un outil d'information, vraiment des ressources sur la lutte anti-tabac, des mesures qui fonctionnent, mais aussi notamment pour un peu dévoiler toutes les stratégies de l'industrie du tabac, donc aussi bien marketing, environnemental, etc. Donc c'est vraiment, on traite de l'ensemble des sujets. Donc ça peut être sanitaire, environnemental, marketing, toutes les mesures mises en place en France et à l'étranger. C'est vraiment une plateforme francophone. Donc voilà, on a beaucoup de lecteurs qui viennent d'Afrique francophone à ce niveau-là, mais c'est vraiment devenu un outil, une ressource pour ces acteurs-là. Donc on publie de manière quotidienne. Voilà, on a plusieurs rédacteurs. Toujours la vérité scientifique, donc la rigueur. Et voilà, donc voilà, c'est pas deux entités distinctes, c'est vraiment le CNCT, c'est juste qu'on l'utilise un peu pour diffuser l'information et l'expertise. Donc vraiment c'est un portail sur la lutte anti-tabac en France et à l'international.
Très bien. C'était intéressant de le resituer quand même, parce que vous avez deux logos distincts, alors on Oui. se demande. Mais Amélie a bien décrit, d'ailleurs elle connaît bien la question, puisqu'elle fait partie des fondateurs et des acteurs importants de Génération Sans Tabac. En gros, si vous voulez, au CNCT, sur notre site, on est beaucoup plus agressif, on est plus dans l'action, dans l'opposition, en parlant d'une épidémie industrielle. Dans Génération Sans Tabac, on est factuel. On essaye de décrire sans mettre trop d'activisme, si vous voulez. Voilà. Donc, la lecture de l'un n'empêche pas l'autre, celle de l'autre. Et d'ailleurs, il y a des relations entre les deux, puisque c'est les mêmes personnes qui travaillent sur les deux sites. Ce que j'ai cru comprendre, effectivement, puisqu'en appelant Génération Sans Tabac, on tombe sur… Voilà. Donc, ça décrit bien justement nos deux axes de travail. Le CNCT, le site, c'est vraiment le plaidoyer, faire porter des mesures, agir en justice. Et du coup, Génération Sans Tabac, c'est l'acte information, diffusion de l'information. Donc voilà. On veut quand même un peu distinguer l'un de l'autre, mais bon, on est quand même, c'est la même entité, quoi. On retrouve vraiment la patte du CNCT dans GST quand même. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que les participants ont d'autres questions ou est-ce qu'on peut… Moi, j'ai deux questions. Est-ce que ça serait possible, bien sûr, de recevoir le PowerPoint par mail? Ah, ça, Oui. c'est Amélie. Oui, pas de souci. Oui, Si vous pouvez me donner votre mail, sinon dans la discussion, et je vous l'envoie. Ok. Je crois que la discussion est désactivée, en fait. Les questions-réponses sont activées, mais pas la discussion, je crois. Sinon, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche cnct@cnct.fr et je vous ferai un retour avec le PowerPoint. Super. Et après, on peut encore poser une question, bien sûr, allez-y. Ouais. Hein. Et après, j'avais une deuxième question, c'était plutôt sur les profils sociologiques du tabac. Aujourd'hui, en France, les gens qui fument, c'est plutôt des gens qui sont considérés comme peu éduqués et issus de milieux populaires, ou c'est vraiment l'ensemble de la population française? Et après, question qui va déborder un peu et qui va peut-être tomber dans le cliché, durant les Gilets jaunes, on a un peu évoqué justement une France de la clope et du diesel. Est-ce qu'il y a un lien aussi, on va dire, entre consommation de tabac et d'autres activités qui seraient jugées néfastes pour l'environnement, pas forcément par choix des personnes qui les pratiquent, mais par contrainte, notamment l'étalement urbain, le pavillon et la bagnole qui sont associés? C'est relativement simple. Pour répondre au premier élément de la question, si vous prenez les 10% qui gagnent le moins, qui ont les revenus les plus faibles en France, et vous les comparez aux 10% qui ont les revenus les plus élevés, il y a le double de fumeurs parmi ceux qui ont les revenus les plus faibles. De plus en plus dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux, le tabagisme devient un marqueur et un facteur de classe socio-économique défavorisée. C'est d'ailleurs un des objectifs qui va être important dans la nouvelle mouture que prépare la DGS, enfin le ministère de la Santé, sur l'avenir de la lutte contre le tabac, c'est de s'intéresser de plus en plus aux classes socio-économiques défavorisées. Mais ça, on connaît, en fait, c'est quelque chose qui est assez connu sur les épidémies de comportement des individus. Les classes socio-économiques favorisées entrent plutôt dans la consommation de tabac et en sortent plus tôt, et les classes défavorisées y entrent un peu plus tard et en sortent plus tard. Donc, simplement, il faut accélérer ce mouvement parce que il faut dire que quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient, 2/3 des fumeurs n'ont qu'un souhait, arrêter de fumer. Et ça, c'est le même chiffre dans les classes socio-économiques favorisées ou défavorisées. Voilà. Quant à l'association entre consommation de tabac, on a parlé tout à l'heure café et alcool, ça c'est alcool, c'est clair. Maintenant, le reste, je ne sais pas, par rapport à d'autres comportements, par rapport à l'écologie, à ma connaissance, je connais pas mais je sais pas tout, mais je ne connais pas d'études qui démontrent que les fumeurs se comportent. Bon, les fumeurs jettent volontiers, c'est assez surprenant. J'ai un beau-frère qui fume, il jette son mégot dans la rue, mais quand je lui dis pourquoi tu jettes pas ton mouchoir, il me dit ça se fait pas.
les mouchoirs en papier. Et ça, c'est-à-dire que c'est une espèce de comportement sur lequel les fumeurs ne réfléchissent même plus. Ça va de soi qu'un mégot, on le jette dans la rue. Rien que ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé dans le grand public, hein, des fumeurs, bien entendu. Un comportement qu'on voit d'ailleurs au cinéma, dans les films, dans les séries. Oui. On voit régulièrement les personnages jeter leur mégot par terre, ou dans un fleuve, ou à l'eau, ou n'importe où. Mais vraiment n'importe où. Je crois qu'on arrive au bout, sauf s'il y a d'autres questions, mais je n'ai pas l'impression. En tous les cas, nous pourrons éventuellement transmettre vos mails. Une ultime question, si c'est possible, parce que là, on est en France et vous parlez beaucoup de pandémie, d'épidémie et de prévention sanitaire. Les études de médecine sont longues en France et sont plutôt bien faites, je suppose. Mais qu'en est-il dans les pays justement en développement? Est-ce que le corps médical est suffisamment formé au tabagisme? Et la question, je me la pose depuis des années, puisque anecdote vécue il y a une dizaine d'années où je suis allé dans un hôpital de campagne en Chine pour moi. Le médecin qui m'a reçu était en train de fumer clope sur clope dans son bureau et ça avait l'air normal. Je ne peux pas faire une généralité de ça, mais c'est une question que je me pose. Voilà. Honnêtement, je n'ai pas d'études scientifiques observationnelles qui permettent de répondre de façon formelle à votre question. Il s'avère que moi, je vais régulièrement au Vietnam depuis l'année 2000 et que clairement, le comportement des médecins au sens large vis-à-vis de la consommation de tabac commence à être de plus en plus quand même de même nature que celle qu'on peut proposer dans les pays occidentaux. Alors, le problème, c'est que pour ces pays, en particulier en Afrique subsaharienne, c'est dramatique parce qu'ils ont toujours la tuberculose et ils vont avoir le cancer du poumon. Nous, la tuberculose, elle est en partie contrôlée, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, elle est pas trop mal contrôlée avec des instances qui surveillent. Et maintenant, nous, on a le cancer du poumon et eux, ils ont la tuberculose qui reste quand même épidémique et en plus, ils ont maintenant le cancer du poumon. C'est dramatique. En tant que pneumologue, hein. Très bien. Bah, merci à tous. Merci. Merci. Vraiment beaucoup pour ce webinaire extrêmement intéressant au croisement des problématiques environnement et santé publique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit multiplier. Merci au professeur Yves Martinet. Merci beaucoup, Amélie Echanoiner aussi. Madame Amar. Les slides. Nous reviendrons vers vous, c'est évident, pour suivre la thématique et voir l'évolution aussi des démarches. Vous êtes extrêmement actifs. On vous remercie de tout ce que vous faites. C'est vraiment bravo à vous. Et voilà, je vous remercie infiniment au nom de l'Association des journalistes de l'environnement et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux webinaires. Très bonne journée.